Les opinions et les hypothèses exprimées dans cette vidéo peuvent s'avérer hautement controversées, pourraient choquer certains auditeurs et contredire le consensus médical au sujet du Covid-19. Elles n'engagent que les individus qui les énoncent et ne reflètent d'aucune façon l'opinion de Média Info Cité TV. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait de vidéo, moi puis Isabelle. Alors, on a décidé de vous en faire une aujourd'hui parce que quand même, les choses bougent. Toutes les fois qu'on fait des vidéos, c'est parce que les choses bougent vite. Alors aujourd'hui, on va parler d'un paquet d'affaires, mais entre autres, ce qui nous a motivés là, à se botter le cul puis à vous préparer cette vidéo-là, c'est une nouvelle annonce du Forum économique mondial, le FEM, ou le World Economic Forum en anglais, le WEF. Alors, le Klaus Schwab qui nous annonce une crise bien pire que la COVID-19 qui serait à venir. Alors, on va vous parler de ça. Mais on va aller, avant d'aller direct dans le vif du sujet, ce que je veux vous dire avant, c'est que tout ça s'instaure dans un agenda qui est connu, qui est planifié. En fait, ils nous le disent de toutes les façons possibles. C'est à nous autres de voir et de décider si on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Ils nous le disent, là, de toutes les façons possibles. Et c'est un peu l'essence de nos vidéos à Média Info Cité, c'est de vous les montrer ces choses-là pour que vous puissiez, vous préparer, mais préparer physiquement, mais aussi vous préparer à prendre des décisions qui pourraient être difficiles. Donc, c'est un petit peu ça notre mission. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler, on va vous parler d'où ça vient, ça, le New World Order. J'ai des petites vidéos là, de quelques secondes montrer que c'est pas quelque chose de récent. C'est pas parce que le COVID existe qu'on va précipiter, qu'on va mettre en place une gouvernance mondiale. C'est prévu de longue date. Je vais vous parler de l'idéologie derrière ceux-là qui vont mettre en place ces nouvelles mesures-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête vraiment? Est-ce que, dans le fond, là, moi, ce que je veux vous amener à réfléchir, c'est est-ce que c'est des gens bienveillants ou si c'est des gens qui sont malveillants? Parce que moi, j'ai aucun problème à me faire imposer des trucs qui, en apparence, me semblent bien si je suis convaincu que c'est des gens qui sont bienveillants. On peut leur faire confiance puisqu'ils nous ont démontré qu'ils étaient bienveillants. Par contre, à l'inverse, si c'est des gens qui sont malveillants, ben là, la suspicion doit être de mise, le red flag doit être allumé, puis on doit les critiquer, leur poser des questions. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous démontrer que ces gens-là, ce ne sont peut-être pas aussi bienveillants que bien du monde pourrait le croire. Mais, entre-temps, Isabelle, écoute, on peut quasiment pas passer à côté de l'élection américaine. Il y a des choses incroyables qui se sont passées depuis le 3 novembre. Il y a plein de scénarios qui sont en place et encore aujourd'hui, on n'est pas trop certain vers où on se dirige avec ça. On se dirige-tu avec la poursuite du gouvernement Trump? Est-ce qu'on s'en va vers une nouvelle gouvernance aux États-Unis démocrate? Quelles sont les implications de ça? Alors, Isabelle, est-ce que je peux t'introduire comme ça puis nous parler des élections américaines? Ben là, on est tous, salut tout le monde pour commencer. Ben oui, on est tous dans l'incertitude. Moi-même, je n'ai pas de certitude sur le dénouement des élections américaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un groupe aux États-Unis, le projet d'intégrité de transition électorale, qui est constitué de 100 personnages, des anciens membres de campagne comme John Podesta, ancien chef de campagne d'Hillary Clinton, plusieurs fonctionnaires de l'État. C'est bipartisan, c'est des démocrates, c'est des républicains. Puis eux se sont réunis au mois de juin, ils ont fait plein de scénarios, ils ont réfléchi à plein de scénarios par rapport aux élections à venir en novembre. Et ils en sont venus à faire 4 scénarios différents, mais c'est pour la forme, parce qu'en réalité, tout au long du document, ils parlent que Donald Trump va lui causer des problèmes. Ils ont déjà, je peux peut-être, est-ce que c'est le temps de le montrer, Stéphane, à l'écran? Oui, écoute, Leur conclusion. je te partage ça, ça sera pas long. Donc, le Transition Integrity Project, le titre, ils ont produit un document ils l'ont déposé au mois d'août, mais ils se sont réunis en juin. Et les scénarios ont été établis. Biden gagne, Trump gagne, Biden gagne avec une large majorité, Trump gagne avec une large majorité. Bon. Et ils en sont venus dans leur document à établir toutes sortes de probabilités qui pourraient advenir. Puis le scénario qui nous tient presque tout le long du document, c'est toujours concernant Trump, qui va résister, qui
qui va plaider la fraude électorale. Puis là, dans la fraude électorale, ça, c'est comme le fil conducteur. Ils s'attendaient qu'il y aurait fraude électorale parce qu'ils l'ont dit tout au long de leur document. Et là, c'est dans la finalité de la contestation de la fraude électorale que là, c'est divergent. Est-ce que Trump va accepter finalement de s'excuser auprès de l'électorat puis auprès des représentants américains, puis il va donner la victoire à Joe Biden, reconnaître la victoire de Joe Biden? C'est un des scénarios. Un autre des scénarios, c'est il refuse la Cour ou certaines cours d'État où la Cour suprême a démontré qu'il y avait des fraudes électorales. Il s'accroche au pouvoir malgré que les représentants de l'État ne le cautionnent pas. Et là, il pourrait même aller jusqu'à invoquer la loi d'insurrection des États-Unis, demander à l'armée d'aller dans les rues pour réprimer les manifestants, mais aussi pour déloger Joe Biden. Je veux dire, c'est un scénario catastrophique, là, selon moi, très peu probable. Mais tu dis qu'il y avait déjà, donc les deux clans, républicains et démocrates, sont ensemble. Ils ont formé c'est des partisans. Ils ont formé une espèce de groupement et ils ont dit qu'ils s'attendaient à la fraude électorale. Donc, c'est quand même assez curieux que les démocrates aient quand même procédé avec quelque chose qui nous, en tout cas moi, à mes yeux, qui m'apparaît évident qu'il y a une fraude. Alors, si, tu sais, ils devaient le savoir qu'il allait avoir une fraude, ils devaient le savoir qu'il allait se faire challenger, ils devaient le savoir que ça se saurait. Alors, comment tu vois ça, toi? Bien, tu sais, revenons à Event 201. Event 201 qui a eu lieu en 2019, 2 mois avant que la pandémie se déclare, que la pandémie mondiale se déclare. Ils ont fait une simulation de pandémie mondiale. Bien, moi, selon moi, ce qui se passe avec ce comité-là, bipartisan, c'est que c'est un Event 201, mais par rapport aux élections américaines. Puis tu soulèves un bon point, Stéphane. Comment se fait-il que cette fraude-là, qui a été prévue de toutes pièces, regarde, je vous l'ai mis ici, là, j'ai pris des extraits du document, c'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui l'écrivent. Nous évaluons avec un haut degré de probabilité que les élections de novembre soient marquées par un paysage juridique et politique chaotique. Nous estimons également que le président Trump est susceptible de contester le résultat par des moyens à la fois légaux et extra-légaux dans une tentative de conserver le pouvoir. Nous sommes confrontés à une période de contestation qui s'étend jusqu'en janvier 2021. Fait que c'est exactement ça qui se passe. Puis une autre affaire, Stéphane, puis tu l'as nommé, moi, quand je les ai vues, les fraudes, là, je suis sur Twitter, j'ai même rapporté une liste interminable de fraudes électorales. Puis quand je voyais ça défiler sur Twitter jour après jour après jour, je me suis dit, ça ne marche pas. C'est tellement évident, les preuves de fraude. Ben oui. Je veux dire, on voit des gars de UPS se promener avec des boîtes ouvertes avec des bulletins de vote. Come on! C'est whack the dog, là. Puis curieusement, il y avait toujours une caméra pas loin pour filmer le bon moment, comme si on le suivait. Et, en plein jour, devant témoin. Je veux dire, moi, là, si je veux cacher des votes, la boîte va être fermée, il va y avoir un tape, puis ça va se faire la nuit, puis il n'y aura pas de témoin, puis il n'y a pas personne qui va me filmer. Après ça, on voit des gens qui falsifient des bulletins de vote, assis à une table dans un bureau de scrutin, ils falsifient des bulletins de vote, puis il y a quelqu'un qui les filme, puis il soucie à peu près, tu sais, il regarde un peu, mais il soucie à peu près pas des gens autour d'eux. C'est trop évident. Moi, selon moi, cette fraude-là ne tient pas du hasard, là. Et pensez-y 2 minutes. Il y a eu fraude électorale, il y a tu sais, tout le monde me dit oui, il y a des fraudes, des preuves. Il y en a plein de preuves, mais il est là le problème. C'est que c'est tellement évident la multiplication des preuves. Et pensez-y, les démocrates le savaient que Trump aurait pas imploré, mais qu'il aurait dénoncé la fraude et qu'il se serait servi de ça pour contester l'élection. Ben oui, c'est ça que le gouvernement, c'est ça que ton document est en train de dire. Ton document est en train de dire que les démocrates savaient, que les républicains savaient qu'il allait avoir fraude. Et d'ailleurs, Donald Trump l'avait déjà dit qu'il allait avoir fraude cet été, là. Donc, c'était connu ça. Alors, pourquoi ils ont déployé une créativité sans limite pour frauder l'élection, mais aucune créativité pour cacher leur fraude. Alors, ma question, Isabelle, pour toi, pourquoi?
Stéphane, je ne sais pas quoi penser. Moi, je pense que Trump est une roche dans le soulier des mondialistes, dans le sens que, oui, il se rallie à la mondialisation, mais à ses conditions. J'ai eu un petit débat sur ma page Facebook. C'est sûr qu'on ne peut pas dire d'emblée que Donald Trump est un mondialiste. Ça serait un peu tordu comme affirmation. Moi, je suis plus dans il se rallie à la mondialisation. Par contre, à ses conditions, oui, il y a un esprit patriotique. Oui, il ne veut pas perdre les emplois aux États-Unis. Il veut préserver son économie. Il est très, très farouche à la Chine puis à la technologie chinoise qui vient s'insérer dans son marché américain pour les compagnies de haute technologie américaines qui achètent leurs pièces en Chine et tout ça. Il est très farouche à ça. Fait que non, Donald Trump n'est pas un mondialiste au même titre que Emmanuel Macron et Justin Trudeau. C'est clair, net et précis. Par contre, il se rallie à une coopération mondiale, à la paix et la sécurité mondiale. À ce niveau-là, il est très ouvert et très collaborateur, Donald Trump. Mais le point, il n'est même pas là. Là, il y a une crise électorale en ce moment aux États-Unis. Et pour répondre à ta question, Stéphane, je pense qu'elle va servir le Great Reset. Elle va servir la gouvernance mondiale, elle va servir les objectifs. Ils ont tout prévu. Voyons donc si ces gens-là qui gouvernent le monde, qui ont tous les pouvoirs, tout l'argent, n'ont pas prévu qu'un Donald Trump invoquerait une fraude électorale et refuserait de débarquer du pouvoir. Pensons-y 2 minutes. Alors, ben là, moi, ce que je veux savoir de ta part, Isabelle, tu dis ils ont tout prévu, ça va servir l'agenda mondialiste, l'agenda 2030, la mise en place d'une nouvelle gouvernance mondiale, le grand reset, hein, c'est ça que tu nous dis en gros. Ça va le servir de quelle façon? Comment cette élection-là, cette fraude qui va être mise en lumière, donc on devrait peut-être à la face du monde voir que les démocrates finalement sont des corrompus, en quoi ça va servir l'agenda mondialiste? Ben, tu sais, on dit les démocrates, tu dis les démocrates qui sont corrompus, mais il y a des républicains qui sont corrompus aussi, puis qui oui. font partie de l'entourage de Donald Trump, puis qui peuvent le faire dévier. Moi, ma position sur Donald Trump, je ne connais pas ses intentions, je ne peux pas, mais je pense que c'est un instrument. Donald Trump est un instrument des mondialistes. Okay. Ils l'ont peut-être pas facile avec lui parce qu'il y a de la résistance de la part de Donald Trump, mais je pense qu'au final, Donald Trump est un instrument. On l'a vu avec Israël qui l'a utilisé pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Donc, selon toi, ça serait un instrument, mais il serait pas conscient qu'il est instrumentalisé finalement. Ça, je ne sais pas. C'est là que je te dis, je ne sais pas jusqu'à quel point il est conscient ou pas conscient, à quel point il est utilisé par la gouvernance mondiale. Mais tu sais, tu me demandes qu'est-ce que ça va faire. La fraude électorale, si vous regardez à l'écran, est-ce que tu es encore sur mon PowerPoint, Steph, ou tu m'as débarqué? Oui, OK, je te le mets, ton PowerPoint, vas-y. Ça répond à une de tes questions. À quoi va servir la situation de la fraude électorale en ce moment aux États-Unis? Elle va servir à ça. Une application blockchain est prête à changer radicalement la façon dont les gens vont voter. Ça vient du Forum économique mondial. Les premières élections au monde alimentées par la blockchain viennent de se dérouler au Sierra Leone, ce que les crypto-monnaies feront pour l'intégrité de la politique. Oh, wow, OK. Ça répond à une de tes questions. C'est que là, cette fraude-là va justifier l'avènement d'un voter ID, d'une identification du votant. On va voter à partir de nos ordinateurs sur une plateforme blockchain. Puis là, ils vont nous dire qu'il n'y a plus de possibilité de fraude. Il n'y aura plus de vote par correspondance. On va voter à la maison. Fait qu'il y ait des pandémies, qu'il y ait une pluie de météorites, ça n'a plus d'importance. On va voter à partir de la maison avec l'installation blockchain, crypto-monnaie. Là, j'ai de la misère à comprendre cette association-là, mais tu comprends, la fraude va avoir été un gain pour les mondialistes. Sachant que ça vient du Forum économique mondial, sachant que, et j'espère le démontrer tout à l'heure, que ce ne sont pas des gens qui sont bienveillants, mais plutôt tout à l'opposé. Alors moi, j'ai 2 hypothèses qui me viennent en tête, soit que cette façon de voter-là ne verra jamais le jour, puisque là, finalement, ça serait vouloir dire qu'on retournerait en démocratie, et leur projet mondialiste est tout sauf démocratique. Donc, ça me... Ou la deuxième hypothèse qui me vient en tête, c'est que le système de blockchain ne serait peut-être pas aussi inviolable qu'on nous l'a vendu.
Mais sait pas. la troisième hypothèse, c'est que finalement, ces gens-là seraient des gens bienveillants, puis qui voudraient qu'on retourne en démocratie, alors qu'ils ont tout fait pour l'abolir, l'anéantir. Et dans le fond, démocratie et communisme, ça ne va pas ensemble. Donc, j'ai une bémol avec ce document-là. Mm. Je te laisse continuer, Steph. Fait que pour juste conclure rapidement les élections, parce qu'on s'était dit tantôt qu'il fallait en parler, parce que c'est tellement déterminant. Puis tantôt, tu vas montrer une couverture d'un magazine très connu qui nous montre à quel point Oui. cette élection-là, je pense qu'il y a des gens qui savent l'aboutissement déjà, mais il y a beaucoup de gens à travers le monde qui sont très attentifs au développement de ce qui se passe à travers les élections. Oui, oui, tu parles, je n'avais pas parlé, je pense, hein, j'ai oublié d'en parler. On parle de la couverture de la revue mondialiste de Economist. Et l'Économiste fait un peu la une des médias conspirationnistes depuis plusieurs années, puisque leur couverture a servi à annoncer un paquet d'événements qui se sont avérés. Alors, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment du complotisme de haut niveau. Alors, attachez vos trucs. On va mettre tout ce qui nous manque. C'est un petit chapeau d'aluminium. Et puis, on va faire rire les gens du devoir. Mais non, mais The Economist, de toute façon, c'est une revue qui s'adresse à l'élite de ce monde. Puis elle est sortie hier en passant, hein, la nouvelle version, c'est celle-là que tu vas montrer, Stéphane. La revue 2021, elle est sortie hier. On a mis les mains là-dessus grâce à un de mes correspondants. Puis on va la regarder. On l'a analysée rapidement ce matin, mais bon, The Economist, des fois, on peut passer quelques heures à s'amuser à décoder. Parce que c'est une revue, au-delà du complotisme, Stéphane, c'est une revue qui parle, qui envoie des messages très clairs ou mystiques, là, à la limite, parce qu'ils ont des couvertures assez mystiques, mais je serais curieuse d'avoir la revue entre les mains puis de la lire. Ah, ouais, tu pourrais. Elle est disponible, elle est publique, hein. Généralement, c'est l'élite qui lit ces genres de revues-là, mais je pense qu'on peut l'acheter, nous, les communs des mortels. Tout à fait. On peut la commander par Internet et c'est ce que je vais faire. Alors, écoutez, on pourrait aller de l'avant avec ça. Je voulais juste vous montrer, là, dans le fond, ça ne va pas durer longtemps, là, c'est quand même assez clair, le terme gouvernance mondiale, c'est un terme qui est nouveau de cette année, je dirais, peut-être un peu de l'année passée, mais avant ça, il y avait la gouvernance mondiale, donc c'est un gouvernement mondial qui va supplanter tous les autres gouvernements démocratiquement élus pour propulser l'agenda 2030. Donc, je vais vous donner un exemple, on a beau avoir voté pour Justin Trudeau, mais dans son élection, il ne nous a jamais parlé des Global Goals, il ne nous a jamais parlé de reset économique, il ne nous a jamais parlé qu'il embrasserait le nouvel ordre mondial. Donc, à partir du moment où on cache l'information au peuple qui doit voter, on n'est plus en démocratie, juste ça. Juste ça. Alors, donc, ça va prendre quelques minutes, juste vous montrer d'où on vient avec ça, puis je vais introduire ça avec une vidéo de George H. Bush, qui a fait un speech, je crois que c'était la journée ou le lendemain de l'invasion de l'Irak en 91. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Bon. Alors, ouais, je l'ai coupé trop tôt. Hein. Il disait, alors ce qu'il dit, il dit, on veut mettre en place un nouvel ordre mondial qui va mettre la primauté du droit et non la loi de la jungle. Et puis, quand nous l'aurons réalisé, et nous le réaliserons, hein, et nous le réaliserons. Alors, comment il peut être certain en 91 qu'il va réaliser le nouvel ordre mondial? Là, on est en 2020. Puis c'est déjà en train de se faire. Alors, comment il a pu savoir ça? C'est parce que c'est prévu de longue date. Écoute, le père Régimbal en parlait dans les années 70. C'est pas de hier. C'est un agenda qui est bâti sur le long terme. Et ça, il faut le savoir. Et j'avais comme une deuxième petite vidéo à vous montrer. En fait, j'en ai trois. Celui-là, c'est une vidéo qui est un peu plus récent, qui date de, je pense, 2009-2010. C'est une vidéo de Nicolas Sarkozy, qui dit 2009, hein, qui dit essentiellement la même chose avec ce nouvel ordre mondial-là. Écoutez-le bien sous fond de musique mélodramatique. 2009 peut être l'année
de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Alors, c'est quand même assez incroyable hein, qu'il nous dise ça en 2009. En fait, il aurait pu dire ça en 2020, suite à la pandémie, hein, que les gouvernements doivent se concerter pour répondre aux problèmes. Alors, c'est exactement ce qui se passe avec, avec le coronavirus. C'était prévu d'avant. Alors, lui, il a fait son speech en 2009, mais ça s'appliquerait exactement à 2020 avec le scénario de la pandémie. Alors, c'est quand même assez intéressant. Et puis, pour rajouter, pour terminer, c'est une vidéo de Joe Biden qui vient d'être sortie, je crois bien. En tout cas, peut-être peu avant ou peu après les élections. Je vous fais écouter ça. This is the world you are graduating into. This is what I want to talk about today with you for a few minutes. I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order. Hein? Alors, il s'en cache pas. Il y en a plein des extraits comme ça. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Ce n'est pas les seuls qui employaient. Il y a Ronald Reagan, t'en souviens-tu? Ronald Reagan en 1977, je crois qu'il avait dit ça. Ouais. C'est vieux. Ouais, c'est très, très... Alors, tu sais, écoute, moi, ça fait 20 ans que je parle de ça. Je me suis toujours fait traiter de conspirationniste. Où il y en a qui disent, de mes amis, entre autres, qui disent, écoute, on n'est même pas capable de faire un pays au Québec. Alors, comment veux-tu qu'on fasse un pays avec toute la planète? Alors, moi, je réponds à ces gens-là, je dis, écoute, on n'a pas été capable de faire un pays avec le Québec parce qu'on avait des instances démocratiques. Alors, ça, c'est un frein. Alors, quand tu as une gouvernance qui est plus axée sur le totalitarisme, tu peux faire passer des choses qui ne passeraient pas autrement. Première chose. Deuxième chose, tu peux créer de toutes pièces des trucs comme des pandémies. Alors là, les gens ont peur et les gens peuvent, quand tu as peur, tu peux accepter à peu près n'importe quoi pour revenir à la normale. Alors comment, et d'ailleurs, c'est déjà, tu sais, la nouvelle gouvernance mondiale, là, on aura beau dire ce qu'on veut, là, mais on est déjà dedans. Est-ce que, qui pourrait douter aujourd'hui si je lui dis, non, c'est François Legault qui prend les décisions, c'est pas l'ONU, c'est pas l'OMS, c'est vraiment François Legault. Alors, non, l'ONU a préséance sur Legault aujourd'hui et Legault nous le dit, en tout cas, il nous l'a dit à plusieurs points de presse où il nous dit, textuellement, avec la permission du bon Dr Arruda, nous ferons ci, nous ferons ça. Alors, on va demander la permission à Dr Arruda, à l'OMS, au Global Goals, si on peut mettre en place telle ou telle affaire. Alors, on est déjà un peu rendu là. Et là, quand on voit Justin Trudeau, puis je vais y revenir parce que Justin Trudeau nous a fait toute une présentation à l'ONU le 29 septembre dernier. Et quand on voit que Justin Trudeau, qui a été supposément démocratiquement élu, nous propulse dans un agenda qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas un traître canadien qui est au courant c'est quoi l'agenda 2030. L'agenda 21, oui, il y en a, là, mais c'est une minorité. C'est genre peut-être 10% qui sont au courant de ça. Donc, la grande majorité n'ont jamais entendu parler de ça. Et là, Justin Trudeau vient nous dire en pleine face que non seulement on va devoir changer notre économie, mais on va se servir de la crise, du COVID pour propulser les agendas, les Global Goals de l'agenda 2030.
Ouais, écoute, on a, en tout cas, moi je trouve que la Média Infosita, on a fait un bon travail. On a décortiqué ça quand même pas mal. On suit l'actualité, puis on réoriente notre fusil en fonction des événements. Et puis aujourd'hui, ben, on a un nouvel événement qui est Klaus Schwab qui nous dit qu'il faut se préparer à quelque chose de grave, de pire. Mais il faut savoir, c'est qui ça, Klaus Schwab? C'est comment il pense, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière sa tête? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Klaus Schwab, c'est un eugéniste, c'est un transhumaniste, et lui, c'est un ardent défenseur de la fusion entre l'esprit humain, l'âme de l'homme et la machine, et le cloud. Lui, là, c'est ça sa vision. Alors, c'est quoi ça si c'est pas être un psychopathe en quelque part? Et comment l'être humain peut aller tirer son épingle du jeu alors que c'est la machine, l'intelligence artificielle et le transhumanisme qui est promulgué, qui est mis en avant par ceux-là même? Là, en fait, c'est le cerveau, ça, de la nouvelle gouvernance mondiale. Alors, ça serait vraiment intéressant d'avoir un spécialiste de l'intelligence artificielle, du transhumanisme qui pourrait venir nous entretenir là-dessus. Ben Stéphane, je t'apprends qu'on va en avoir un. Non. Ouais, j'ai réussi à avoir un contact, je te l'avais pas dit, j'ai réussi à avoir un contact avec un transhumaniste, accusé parfois d'être dans l'eugénisme, mais il se défend d'être un eugéniste, spécialiste de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté. Il y a un laboratoire de séquençage d'ADN. Il est dans les hautes sphères, je vous dirais. C'est assez étonnant qu'il ait accepté de venir à Média Infocité. Je ne veux pas nommer son nom parce qu'il m'a dit que oui, il acceptait, mais tant que je n'ai pas enregistré avec lui. Mais je peux vous dire que c'est du gros calibre. On s'en va jouer dans le terrain du voisin, je vous dirais. Alors, est-ce qu'il va falloir être gentil avec ou est-ce qu'on va pouvoir le piquer un petit peu dans le dos? Ben, je pense que c'est un personnage qui est très controversé. Pas je pense, il est très, très controversé, Stéphane. Ah ouais? Je pense que tu vas avoir chaussure à ton pied. Non, mais tu sais, si, dans le fond, là, si nos idées... moi, j'adore les gens... Moi, j'adore les gens qui ne pensent pas comme moi. En autant qu'ils m'apportent des arguments qui font réfléchir. Pas des phrases creuses, là, mais s'il y a une argumentation, il y a une idée derrière qui va à l'encontre de la mienne, moi j'adore ça. J'adore ça parce qu'il n'y a personne qui a la vérité. Puis peut-être que l'intelligence artificielle et le transhumanisme pourraient peut-être servir le bien de l'humanité dans certaines circonstances. Peut-être pas dans celles que moi j'envisage. Alors ça serait vraiment intéressant de voir son point de vue. Ben oui, c'est ça. Lui, c'est un pro transhumaniste. Bon, tout l'alliage des technologies au vivant, hein, à la biologie humaine. Par contre, il y a des réserves au niveau éthique. Il sait qu'il y a un danger de dérive, mais on s'en va vraiment sur le terrain du voisin. Je ne dirais pas le terrain de l'ennemi, parce qu'on va être poli et gentil, mais on s'en va dans un autre registre complètement. Fait que je t'annonce qu'on va avoir un invité très prochainement, Stéphane. J'attends les détails. Tu penses les avoir quand, les détails? Très prochainement. Très prochainement. Il a accepté. Il faut juste voir quand, parce que là, on a un décalage horaire assez important et tout ça. Fait qu'il faut juste regarder pour les détails, mais sinon, donc, il a accepté d'emblée. Donc, décalage horaire, donc on parle d'un Européen? Ouais. Il parle très bien français. Il parle très bien français. OK, excellent. Okay. Alors, Isabelle, bon, j'en ai parlé depuis le début. Écoutez, le titre de notre vidéo, c'est « Une crise bien pire que la COVID à venir ». Et ça, c'est Klaus Schwab qui nous dit ça. Et toujours dans le but de bien peindre le portrait de cet homme, il a écrit un livre, ce gars-là, puis il y a un article bien intéressant dans l'Aube digitale que je vais vous partager, vous irez le voir, où il nous parle un peu de son livre et de sa vision du futur. Klaus Schwab. Président du Forum économique mondial. Celui qui est le cerveau qui orchestre tout ça. Alors, c'est ça. Lui, c'est pas le président de l'ONU, là. C'est pas Tedros à l'OMS. C'est pas. C'est quoi, comment il s'appelle l'autre, le président de l'ONU? Mon Dieu, j'ai oublié son nom. Mais Klaus Schwab, là, c'est comme un peu là, le think tank en arrière de ça. Mm-hmm. Le grand reset mènera à une fusion de notre identité physique. Alors, identité physique, numérique et biologique. Donc, identité physique, numérique et biologique. Donc, ça veut dire notre portrait, notre ADN,
notre ADN biologique, qu'on va convertir en un chiffre, un nombre qui va nous suivre partout. Alors lui, là, c'est sa vision du mur. Sa vision du mur, sa vision de notre monde. OK, je m'en vais ici. Alors, ceux qui n'avaient pas vu le portrait, c'est le monsieur en question. Ici, on y voit la face. Il parle comme ça, là. Ouais, écoute, On se voit. c'est pas traduit au complet, la vidéo, là, mais on le voit dessus ici. Je vais le faire marcher un petit peu. It's at the end, what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. Alors là, écoute, il est quand même dur à comprendre. Là. Il mélange l'allemand, c'est un allemand, le bonhomme, il mélange l'allemand, l'anglais. Quand c'est traduit, ça va bien. Quand c'est pas traduit, en tout cas, vous irez l'écouter, c'est quand même assez intéressant. Mais si vous voulez pas l'écouter, l'article ici a été quand même, pas traduit, mais l'article de l'Aube digitale a fait un bon travail et il a mis en exergue un peu les bouts les plus intéressants. OK, alors ici, ce qu'on voit, c'est... on voit Schwab a ensuite expliqué dans son livre Shaping the Future de Ford. Lui, là, il appelle ça, là, sa révolution, en fait, sa vision, il appelle ça la 4e révolution industrielle. Alors, quand vous entendrez dans les journaux parler d'une prochaine révolution industrielle ou d'une nouvelle révolution industrielle, pensez à Klaus Schwab. Alors, a été particulièrement populaire en Chine. OK, ça c'est beau, c'est son livre dans 16 000 exemplaires. Donc, dans ce livre qu'il a écrit, Schwab explique avec enthousiasme comment la technologie à venir permettra aux autorités de s'immiscer dans l'espace jusqu'ici privé de notre esprit. Espace privé de notre esprit. Donc, s'immiscer dans nos pensées, en lisant nos pensées et en influençant notre comportement. Il poursuit en précisant que cela incitera les forces de l'ordre. Et là, on parle de forces de l'ordre. Moi, je pense à la série Barriers sur Netflix quand je vois ça. Il poursuit en précisant cela que ça incitera les forces de l'ordre à mettre en place des programmes de pré-criminalité de type Minority Report. Incroyable, hein? J'aime autant avoir des dettes. Au fur et à mesure que les capacités dans ce domaine s'amélioreront, la tentation pour les forces de l'ordre et les tribunaux d'utiliser des techniques pour déterminer la probabilité d'une activité criminelle, évaluer la culpabilité ou même éventuellement récupérer des souvenirs directement dans le cerveau des gens augmentera. Hey, Minority Report, on est là. On est là. C'est ça. Écoute, Justin Trudeau là, s'en va dans cette direction-là. Là. Schwab s'exprime également avec beaucoup de lyrisme sur le rêve utopique transhumaniste partagé par tous les élites, qui conduira finalement à la création de cyborgs humains. Écoutez, je vais mettre le lien, là, vous irez lire ça. Là. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Tout ce que je veux vous dire, c'est que je veux que les gens comprennent que ce pas des gens qui sont bienveillants. Ça. Ces gens-là, là, ils ne pensent pas comme vous puis moi. Ils ne sont pas sur la même planète, ils n'ont pas le même thinking, le même mind, ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils ne veulent pas juste vivre une vie paisible et heureuse, puis faire leurs petites affaires. Non, ces gens-là ont un besoin avide de contrôler tout ce qui se passe. Ce n'est pas l'argent qui les motive, ces gens-là, c'est le contrôle. Avoir une emprise sur l'humain, puisque pour eux, on est des insectes, tout simplement. Bon, ben maintenant que vous savez que Klaus Schwab... c'est peut-être pas une personne qui est si bienveillante que ça, qu'il faut s'en méfier, il nous lance un avertissement. Klaus Schwab, c'est le président du forum, du World Economic Forum, le WEF ou le FEM, le Forum économique mondial. Et puis, il vient de sortir une vidéo, c'est tout récent, où il nous met en garde, une mise en garde bien sentie, je dirais, sur une crise bien pire que celle du coronavirus. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect
on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. Alors, ben là, vous venez d'écouter le président du Forum économique mondial qui vient de nous mettre en garde contre une éventuelle cyberpandémie, une cyberattaque, quelque chose qui pourrait mettre à mal le electric grid, donc le réseau de distribution en électricité, en nourriture, l'eau potable, etc. Alors, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Je ne le sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Hein? C'est pour ça que dans le titre, on met un point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment une cyberattaque qui va vraiment nous knocker down puis qu'on ne se relèvera pas de ça? Est-ce que c'est vraiment l'interrupteur qu'Isabelle parlait qui va nous propulser dans le nouveau monde, dans leur mot-à-dit portail? Je le sais. Moi, je pense que ça va être ça, Stéphane. Tu penses que ça va être ça, hein? Oui, je m'attends à ça parce que, puis de là, toutes les vidéos qu'on a faites, qu'on prévient les gens, faites-vous des réserves de nourriture, prévoyez. Au pire, on se fait un gros party, toute la gang, puis on amène toutes nos réserves de riz, puis on se fait un riz collectif. Ça sera ça. On fait ça chez vous? Ça sera chez nous. Hey, ça me ferait tellement plaisir de recevoir toute la gang qui nous suivent depuis des années. Puis que si dans 2 ans, 3 ans, on s'est trompé, Stéphane, je vous dis, je vous paye la bouffe. Puis je paye la bière. Puis je paye le whisky. Mais je pense bien que j'aurais pas à faire ça parce que malheureusement, on risque de switcher. Puis l'idée, c'est pas de propager la peur, c'est de propager la lucidité. Et moi, je pense qu'il est sérieux, cet homme-là, et que cet avertissement-là n'est pas pour nous. C'est pas à nous qui donne ce message-là. C'est aux gens, aux hauts dirigeants de la planète, qui ont probablement reçu des consignes de toute façon par rapport à une cyberpandémie, plus une cyberattaque. Et d'ailleurs, Stéphane, dans le document Rockefeller de 2010, il y a Lockstep, le scénario de pandémie. Il y a Closer Together, d'amener une gouvernance mondiale suscitée par des problèmes X, Y, Z. Et il y a un autre scénario qui est une cyberattaque de pirates informatiques. Oh, ça a été écrit en 2010, ça. C'est écrit en 2010. Fait qu'à date, il n'est pas fait encore, mais ça prend un événement. La COVID a servi de catalyseur, mais ça prend un événement interrupteur. Et cet événement-là n'est pas encore arrivé. Et moi, je m'attends à ce qu'il arrive. Parce que c'est sûr que dans les circonstances actuelles, ça va être difficile de faire accepter au monde d'abandonner l'ancien monde pour en adopter un nouveau qu'on ne connaît pas. Ça va être difficile. C'est sûr que ça prend quelque chose de plus grand qu'un virus qui n'envoie pas suffisamment de monde à l'hôpital, qui ne fait pas suffisamment de dommages. Tu sais. Exact. Alors, et là, me faites pas dire que je suis en train de dire que c'est juste une grippe. Je le pense toujours pas. Non, la pandémie n'est pas finie, contrairement à certains qui affichent ça sur... OK. Là, tu m'avais envoyé... là, on a parlé du président, mais il y avait le directeur aussi du World Economic Forum qui va dans le même sens que notre petit clin. Oui, on a Jeremy Jurgens, qui est directeur du Forum économique mondial. Lui et Klaus Schwab, c'est deux très, très, très pesants au sein de la gouvernance mondiale, puis de l'agenda 2030, puis du Forum économique mondial, président et directeur. Et Jérémy est responsable du fameux virus que je vous ai montré souvent dans mes autres vidéos, le plan d'intelligence stratégique du Forum économique mondial. C'est lui qui est en charge de ça. Il est en charge des industries mondiales. Écoutez bien ce qu'il a dit. Does it mean that there will definitely be a next crisis, and when it happens, we'll think about the crisis in 2020? So next crisis is inevitable, according to your logic. Is it so? Yeah, I'm definitely in the camp. I believe that there will be another crisis. It will be more significant, and we need to actually start preparing for that now. And if we take the example of what happened with medical equipment in the European Union, we've been working on the European project for decades now. Yet when a really significant crisis took place, the channels of communication were not in place, the protocols for cooperation were not in place, and people looked inward initially and tried to address it on their own. And with time now, it's opened back up because
the different countries realize that they're not in a position to address it on their own. Even if we look at something as important as vaccine research, this is going to require a global effort from the scientists, from the production of the vaccines to the dissemination. And, what we can do in cybersecurity is make sure that we don't try and rebuild after the attack's already happened, but put those cooperation mechanisms in place already. We're working on this here at the World Economic Forum through our Global Cybersecurity Center. We're working with Sberbank, BI Zones, other institutions as well. So we need to actually start this cooperation and understanding early so that when the crisis does hit, that we're in a position to respond effectively to it. And I would anticipate that when we do see this next crisis, it will be faster than what we've seen with COVID. The exponential growth rate will climb, be much steeper. The impact will be greater. And as a result, the economic and social implications will be even more significant. So I think it's really important that we don't underestimate the severity of what a crisis like this, the impact it could have. And it's going to take us, all sectors of society and the economy to come together to address that. Alors, ouais, ben c'est ça. Écoute, là, ce qu'il nous dit, lui, il nous parle aussi de cyberattaque. Il nous dit qu'on va devoir rebâtir rapidement. Alors, lui, il pense que la cyberattaque va détruire un paquet de trucs. Et voilà. Et, il nous donne l'indice qui nous manquait. Ouais, on va devoir se coordonner, donc encore là, la gouvernance mondiale, se gouverner ensemble pour arriver à réparer tout ça rapidement. Puis c'est une crise qui va arriver extrêmement rapidement, puis elle va tout détruire sur son passage, là, au niveau économique, au niveau social. Mais à quoi tu penses quand il parle de ça? Parce qu'une cyberattaque, ça met des virus un peu partout. Je sais que dans les premiers feux de la Californie, on avait mis ça sur le dos d'une cyberattaque de la compagnie d'électricité. Ouais. Alors, est-ce que c'est... Sauf que là, tu sais, la cyberattaque, est-ce que une cyberattaque, OK, ça peut peut-être mettre le feu, je ne sais pas trop comment, mais est-ce que ça ne détruit pas des... Moi, quand j'entends ça, je pense plutôt à des pulses électromagnétiques. Une attaque sous forme de EMP, Electromagnetic Pulse. Ouais, mais un peu comme un événement Carrington, là. L'événement Carrington. Ça pourrait être ça. Je sais pas. Écoute, on a mis un point d'interrogation à notre titre, hein, une crise bien pire que la COVID à venir, point d'interrogation, parce que on ne sait pas trop quelle crédibilité apporter à ça. Toi, tu accordes beaucoup de crédibilité. J'ai tendance à apporter beaucoup de crédibilité aussi. Mais je trouve que je comprends pas tout. Je comprends pas comment une cyberattaque coordonnée mondiale, la pandémie, elle est mondiale, là. Eux autres, ils s'adressent à qui quand ils s'adressent à ça? Là, il semblait parler à un journaliste. Donc, s'il parle à un journaliste, c'est parce qu'il veut que l'information se diffuse. Alors que Justin Trudeau, quand il parlait de ça, il s'adressait plus à des membres de l'ONU. Je ne sais pas trop. Alors, à qui ça s'adresse? Est-ce qu'on doit en tenir compte, se préparer? Ça ne coûte pas trop cher. Ça ne coûte pas si cher que ça, se préparer. Quelques milliers de dollars tout au plus. Par contre, ne pas se préparer, ça peut vous coûter encore beaucoup plus cher. Ça peut vous coûter la vie. Exact. Fait que moi, je suis pour la prudence. Puis comme on le dit tout le temps, espérer le meilleur, se préparer au pire. Alors, c'est sûr que ça, c'est notre devise. On devrait la marquer en gros, celle-là, tout le temps. On le dit tout le temps, puis c'est vrai en maudit. C'est vrai en maudit parce que... Sauf que plus on fait des vidéos, plus on avance dans l'actualité, plus on doit se préparer au pire, puis on n'espère pas trop le meilleur parce qu'on ne pense pas que ça va arriver. Qu'est-ce que ça prendrait pour que le meilleur arrive? Si on pense que Trump ne peut rien faire, si il n'y aura pas une race extraterrestre qui va venir anéantir tous les méchants de la Terre, non, ça ne marche pas comme ça, tu sais. Alors, on a un bout de rough à passer. On a un bout très, très, très difficile à passer. C'est pas un discours joyeux que je tiens, mais moi, je suis pas payée, fait que je peux me permettre de dire ce que je veux. Ouais, ben c'est ça. On est quand même assez libre, là, puis tu sais, on demande pas de dons à personne, puis on veut pas faire peur à personne, mais une chose qu'on peut pas nous reprocher, c'est d'être honnête, puis de penser ce qu'on dit, puis de dire ce qu'on pense. Ça veut pas dire qu'on a raison, mais au moins, si on le dit, vous pouvez être certain que c'est parce qu'on le pense.
Puis si on n'est pas trop sûr, ben on le dit aussi. Fait que faites votre idée avec ça. En tout cas, moi je pense que la vidéo d'aujourd'hui a quand même brossé un portrait quand même assez large. Je trouve qu'on a pris beaucoup de détours pour arriver à Klaus Schwab puis sa vidéo sur la crise bien pire que le COVID-19 à venir. Mais je trouvais important que cette vidéo-là puisse servir à convaincre des gens qui sont peut-être encore un peu tièdes, qui pensent encore que la vérité, ça passe par les médias traditionnels, que les politiciens sont des gens bienveillants qui ont à cœur le bien-être de la population. J'ai préparé une liste de 2 pages pleines de trucs que le gouvernement a fait tout croche qui a conduit à la propagation du virus. Alors, on pourrait penser que le gouvernement est incompétent, que tous les gouvernements de la Terre sont incompétents. Alors, on pourrait aller dans cette direction-là. Moi, je préfère penser que les gouvernements sont très compétents, ils sont intelligents, probablement plus que nous autres. Ils font partie d'un regroupement de think tanks qui se réunissent pour planifier des choses. Et alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de dire, et si tout ça était tout simplement voulu? Et si tout ça se passait exactement comme ils l'ont planifié pour parvenir aux objectifs qu'ils se sont donnés? Et là, ces objectifs-là, c'est difficile de les nier, là. Trudeau nous les donne tout cuit dans le bec. Klaus Schwab nous le dit tout cuit dans le bec. T'as jusqu'à Macron qui fait des déclarations dans ce sens-là, et j'ai remonté jusqu'en 1991 avec George H. Bush. Toi, tu as parlé de 1977 avec Reagan. C'est un plan qui est de longue haleine. Alors, on peut penser qu'il y a un sauveur qui va arriver, puis pouf, qu'on va s'en sortir. Moi, je ne le vois pas encore. Moi, je pense que ces gens-là ont un paquet de manettes à actionner qui pourraient nous envoyer dans une direction, tu sais. Le endpoint, il est là-bas, là. Il y a une manette qui pourrait nous y faire aller comme ça, une autre comme ça, une autre comme ça, une autre comme ça. Mais eux, là, ils ont tout ça en main. Ils peuvent tirer. Comme par exemple, tu as parlé de Biden. Alors, si c'est Biden qui est président des États-Unis, OK, on va y aller par là. Si c'est Trump, on va y aller par là. Par là, est-ce que ça peut être une troisième guerre mondiale? Alors, de économistes, ils en font allusion. Dans un prochain vidéo, là, il est un petit peu tard, là, ça fait quand même plusieurs minutes qu'on vous parle, on vous parlera de la couverture de économistes. Alors, je ne sais pas, Isabelle, si ça peut être assez, si on a fait assez le tour, je te laisse le mot de la fin, tiens. Bien, moi, je reviens toujours parce que j'ai beaucoup de questionnements de la part des gens, parce que je ne propose pas de solution. Et comme vous savez, moi, je suis dans la foi chrétienne et selon moi, tout ça est dans la volonté de Dieu. Tout ce plan-là qui s'orchestre, il n'y a rien qui n'a pas été voulu par Dieu. Dieu permet ça. Puis tant que l'agenda de Dieu ne sera pas terminé, faut garder espoir, mais pas espoir dans le monde des hommes. Et c'est là le grand deuil qu'on a à faire. Les gens s'attendent que les hommes vont régler ça, que Donald Trump va tout faire disparaître l'État profond, qu'il va tous les mettre en prison. Selon moi, c'est une vision naïve et c'est là l'erreur des gens. Pour les chrétiens, c'est de dire, espérez pas dans aucun homme. Mettez-vous dans la Bible, mettez-vous sur le plan de Dieu. C'est le plus grand complot, c'est Dieu qui l'a entre les mains, Stéphane. C'est lui le plus grand comploteur. Tu es en train de me dire que c'est un comploteur. Dieu, c'est le plus grand complot pour l'humanité. Par contre, il faut se joindre à lui, il faut embarquer avec ses prémices, avec ses exigences. Puis ces exigences sont tellement faciles, c'est tellement simple. Mais c'est ça, le plus grand complot, c'est Dieu qui l'a entre les mains, puis c'est lui qui tient les clés de ça. Puis il n'y a aucun homme qui va surpasser ce que lui a décidé. Ça sera mon mot de la fin. Bon, ben sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. J'ai un plan pour en faire plusieurs. Je ne sais pas, ça prend beaucoup de temps à faire ça. Je ne sais pas si ça va sortir cette semaine, la semaine prochaine. En tout cas, on a plein de trucs. Surtout, si vous pensez que ça peut réveiller du monde de vos proches, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Peut-être que ça ne fera rien, mais si ça ne pouvait que planter une petite graine dans un terreau qu'un petit peu fertile, il restera juste à mettre un petit peu d'eau et peut-être qu'une graine germera. Alors, bonne soirée, bonne soirée tout le monde. À la prochaine.